Message d'information pour ceux qui sont présents et qui n'ont pas encore voté. Vous pourrez voter évidemment pendant l'Assemblée Générale et jusqu'à 1 heure après l'Assemblée Générale, heure à laquelle on fermera les votes. Et on mettra à disposition un ordinateur ici, juste derrière, là où M. Antoine Charbonneau lève la main, avec talent d'ailleurs. Si vous n'avez pas les outils ou pas pu voter, n'hésitez pas à la fin de cette présentation à y aller. On va pouvoir démarrer. Alban, tu me confirmes? Et ceux qui ont des pouvoirs, c'est aussi sur leur espace en ligne. C'est parti. On va lancer l'Assemblée Générale d'Irokozen. Bienvenue à tous. Pour ceux qui sont présents physiquement dans les magnifiques salons de l'Aéroclub de France, on est aussi en ligne avec quelques centaines d'épargnants qui sont connectés. Dans les deux cas, vous pourrez physiquement poser vos questions à la fin de la présentation du rapport de gestion par la société de gestion et son équipe que je vais vous présenter dans quelques instants. Ceux qui sont en ligne, si vous avez le moindre souci, il y a un bouton en haut à gauche qui vous invite à contacter le support si vous avez besoin d'aide. Et vous pouvez aussi poser des questions au fur et à mesure. Il y a des équipes qui vous répondront au fur et à mesure. Donc avec moi, on est une grosse soixantaine chez Iroko, la société de gestion, qui gère pour vous la SCPI Irokozen. Et avec moi aujourd'hui, Guillaume Debatz, tout à gauche, qui gère les finances de la SCPI, Pierre-Antoine Burgalin, directeur général de la société de gestion, Marion Bertrand, qui dirige les investissements de la SCPI, et Julien Roustan, qui nous a rejoint cette année pour gérer les actifs et leurs locataires, actifs immobiliers de la SCPI Irokozen. On est en SCPI. La SCPI, c'est un investissement et quand on investit, on prend des risques. Notre métier, c'est de construire un couple risque-rendement qui soit compétitif, mais c'est important de rappeler les risques liés à un investissement. Et je vous rappelle qu'on est régulé par l'autorité des marchés financiers. Il y a 4 principaux risques. Le capital n'est pas garanti, la liquidité n'est pas garantie. Il y a un risque, et on l'a vu, il s'est matérialisé pour certains véhicules. Heureusement pas pour Iroko, on en a plutôt profité. Un risque est lié à l'évolution des marchés immobiliers et enfin un risque est lié à l'endettement. On va essayer de mettre du rythme, de passer maximum 1 heure ensemble et on aura le temps après autour d'un cocktail s'il y a encore quelques questions pour parler et partager avec vous un bilan de l'année 2024, vous présenter les perspectives et je pense que c'est probablement une des raisons, en tout cas des discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, de votre venue ici, de partager les perspectives de la SCPI Irokozen en 2025 et un peu plus loin. On va aussi évidemment, puisque c'est l'Assemblée Générale, vous présenter les comptes annuels, le rapport du Conseil de surveillance et enfin on présentera et on votera pour les 12 résolutions. Premier sujet, donc on fait de l'immobilier, quand on investit en SCPI, on achète via l'action de la société de gestion de l'immobilier. Vous l'avez vu à travers des titres de journaux, à travers parfois une presse qui pouvait être assez agressive avec ses classes d'actifs, que depuis 2 ans et la remontée brutale des taux, l'immobilier avait eu une crise. On en a parlé l'année dernière. Cette crise, on a pu en profiter grâce à la collecte qui nous a été confiée. On a pu se positionner comme un des rares acheteurs. On a pu acheter sur les marchés européens sur lesquels on est présent de l'immobilier. En 2024, le marché a un peu changé. On était sur une baisse assez importante des volumes. En 2024, c'est le volume d'investissement en immobilier d'entreprise en Europe a réaugmenté pour la première fois depuis quelques trimestres. Il reste à des niveaux qui sont largement inférieurs de un peu plus de 30% au niveau moyen de ces 5 dernières années. Ce que ça veut dire, c'est que la société de gestion, son analyse aujourd'hui, notre analyse aujourd'hui, c'est que les marchés immobiliers se sont stabilisés, la baisse est terminée. En 2024, on a vu le retour de pas mal d'acheteurs anglo-saxons, américains, coréens, qui sont revenus investir, attirés par une nouvelle stabilité, une correction des prix, des opportunités intéressantes. Cette concurrence accrue, elle n'est pas encore présente sur tous les marchés et on est heureux d'avoir une stratégie opportuniste sur différents marchés pour pouvoir justement les arbitrer et aller dans les pays où la concurrence est un peu moindre. Donc on a pu continuer en 2024 à saisir des opportunités
On a notamment, et vous allez le voir dans cette présentation, été très heureux de valider avec vous l'année dernière l'extension de notre stratégie d'investissement au Royaume-Uni, puisqu'on a pu déployer dans des très bonnes conditions au Royaume-Uni. Vous le verrez à travers quelques acquisitions que vous présentera Marion, qu'on a pu acheter quelques actifs qu'on n'aurait pas pu acheter il y a quelques années. En chiffres, en 2024, la SCPI a eu une forte croissance qui a permis de continuer à accroître la diversification de la SCPI. Donc on a maintenant un peu plus de 18 000 épargnants. C'est 7 000 nouveaux épargnants qui nous ont rejoints. C'est quelque chose qui, pour nous, est important. Une des leçons de la crise, c'est que la granularité, à la fois de la collecte, ce que vous voyez à gauche, et de l'immobilier, ce que vous voyez à droite, le fait d'avoir des pièces immobilières de petite taille, de ne pas avoir des trop gros actifs, c'est un bon garant de la liquidité d'une SCPI. Et c'est des ratios, sont des indicateurs que l'équipe de gestion suit, pilote au quotidien. Au milieu, 826 millions d'euros, c'est la capitalisation de la SCPI. Et 132, c'est le nombre d'actifs. Donc on continue à investir, à déployer pour augmenter le nombre d'actifs, diluer le risque locatif. Et un dernier sujet pour nous qui est important, on l'a vu sur certaines SCPI, le fait d'avoir une partie importante de la capitalisation qui est détenue par des institutionnels, c'est quelque chose qui pouvait nuire à la liquidité. Donc vous voyez là, en toute transparence, le chiffre de détention de la SCPI par des institutionnels. Par rapport à notre taille, le fait d'avoir une part inférieure à 10% détenue par des institutionnels, c'est très en dessous des normes de marché et c'est un ratio qu'on aime bien. Et on continue d'échanger régulièrement avec des acteurs type assureur vie comme Spirica pour garantir sur le long terme la disponibilité d'enveloppes pour que les épargnants puissent nous rejoindre régulièrement et qu'il n'y ait pas d'à-coup et qu'on puisse petit à petit accueillir des épargnants, notamment en assurance vie, sans que ça vienne nuire à nos ratios et que ça reste cohérent avec notre capitalisation et avec notre collecte. Les résultats de 2024, il y a 3 indicateurs importants qu'on suit évidemment et que vous devez suivre. Et accessoirement, je pense que vous les voyez fleurir dans pas mal de classements plus ou moins justes. Le taux de distribution de la SCPI, donc là on est vraiment sur les loyers qui sont distribués, les revenus financiers, c'est 7,32% en 2024. C'est le meilleur taux de distribution de l'histoire de la SCPI. Ce n'est pas le sens de l'histoire normalement dans une SCPI. Parce que normalement, une fois que l'effet collecte a disparu, le rendement d'une SCPI a plutôt tendance à se réduire un petit peu et à tendre vers son objectif non garanti long terme. Cette année, il a augmenté. Vous verrez dans l'explication de la performance, mais un des effets importants qui nous a permis d'arriver à cette performance, c'est les achats, les acquisitions d'actifs immobiliers avec des taux de rendement qui étaient élevés, parce qu'on a su profiter de la crise. En dessous, vous voyez le TRI, c'est à la fois une bonne pratique de l'autorité des marchés financiers, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ça met aussi en avant l'absence de commission de souscription qui vient évidemment gréver le TRI d'un investisseur. Il est à plus de 7% conforme à notre objectif long terme. La performance globale, au 1er août 2024, on a augmenté d'1% le prix de la part, signe de la bonne santé du patrimoine de la SCPI, ce qui porte du coup le total, les 7,32 et l'augmentation de 1% du prix de la part, à une performance globale de 8,32%. Et enfin, on a parlé des flux, et là vous voyez la valeur de la part. Donc c'est notre expert indépendant, d'ailleurs plusieurs experts indépendants maintenant, qui nous aident à déterminer de manière indépendante la valeur du patrimoine, et on reconstitue ensuite la valeur d'une part. Elle est à 214,37 € en augmentation et toujours avec une part à 202 €. Donc la part d'Hirokozen est toujours sous-cotée par rapport à sa valeur d'expertise. Et j'en profite pour rappeler que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Chez Hiroko, on aime bien expliquer la performance. On n'est pas des magiciens. La performance, elle est explicable mathématiquement, financièrement, par des chiffres. Du coup, avec Pierre-Antoine Burgala, on va vous présenter les 3 principaux moteurs de performance d'Hirokozen. Merci Gauthier. Effectivement, il y a 3 grandes catégories qui expliquent cette performance pour Hirokozen en 2024. La première, vous la connaissez bien, c'est peut-être une des raisons qui vous a séduite à venir sur notre SCPI, c'est l'absence de frais de souscription. Et pour la 2e année consécutive, on s'est prêté à l'exercice de calculer le montant qu'on a investi en plus par le fait qu'on n'ait pas de frais de souscription, comparé à une SCPI qui aurait en moyenne 10% de frais de souscription, c'est ce qu'on compare ce qu'on observe dans le marché.
Et ça, c'est 33 millions d'euros de plus qu'on a mis au travail, on va le détailler après. C'est une contribution à la performance, donc des 7,32 à hauteur de 0,20%. Ensuite, on a une équipe d'investissement efficace, et ça, Guillaume le détaillera plus assidûment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos équipes d'investissement ont été très promptes à bien employer les capitaux que la société de gestion a collectés pour les déployer sur de l'immobilier. Et ça a contribué à hauteur de 0,24%. Et également, Gauthier en a déjà bien parlé, c'est l'effet relutif de cette collecte et de ce déploiement de capitaux sur l'immobilier, puisqu'on a acheté dans des meilleures conditions qu'auparavant. Enfin, on a la prétention d'avoir une gestion de fonds agile et minutieuse. Qu'est-ce que ça veut dire entre les lignes? C'est que tout simplement, 1 euro, c'est 1 euro, et on ne laisse rien dormir. Et dès qu'il y a 1 euro de cash qui n'est pas encore utilisé pour acheter de l'immobilier, il est placé sur des comptes à terme. Et également, et ça Guillaume va le décrire plus en détail. Pour revenir à l'absence de frais de souscription, je te propose effectivement de montrer ce tableau. Alors, pour ceux qui étaient déjà associés l'an dernier et qui ont participé à l'AG, vous l'avez déjà vu. Mais néanmoins, les fables ont la dent dure, et donc c'est toujours utile de se le remettre en tête. L'idée de cette slide, c'est de comparer une SCPI classique, donc il y a des frais de souscription, avec la SCPI Hirokozen qui n'en a pas, qui en revanche prend davantage de frais de gestion. Alors quand je parle de fable, je parle notamment du fait qu'on nous objecte souvent qu'on se rattrape sur les frais et que, in fine, il vaut mieux payer fort à l'entrée et avoir un peu moins de frais de gestion. La réalité, c'est que là, on fait l'exercice sur 100 euros. Vous pouvez le voir sur les deux colonnes à votre gauche. Et vous voyez que les frais de souscription que vous payez sur une SCPI classique, aussi bonne soit-elle, là, ce n'est pas une critique sur les qualités de gestion des SCPI, mais néanmoins, dans la poche du gérant, il n'y a que 90 euros à mettre au travail sur de l'immobilier. Tandis que sur Hirokozen, l'absence de frais de souscription, et même si on a des commissions d'acquisition, nous permet de mettre 7% de plus au travail sur l'immobilier. Et ça, c'est les fameux 33 millions d'euros de plus qu'on vous a montré précédemment. Ça nous permet, à rendement équivalent, de faire plus de performances ou alors de prendre moins de risques pour faire la même performance qu'une SCPI qui a des frais de souscription. Merci Pierre-Antoine. Et on va passer à Guillaume pour expliquer les principaux leviers de l'investissement. Vous le savez, hein, le métier d'une société de gestion, c'est de bien allouer le capital qui nous est confié. Et le rythme, effectivement, est quelque chose de très important. Tout à fait. Merci Gauthier. Effectivement, donc là, on voulait vous présenter un petit peu, d'un point de vue un peu plus chiffré, les impacts d'une équipe d'investissement efficace et qu'est-ce que se cache derrière ce terme. Tout d'abord, je dirais qu'on pourrait finalement résumer cette slide en 3 mots, c'est sélectivité, adaptation et réactivité. La sélectivité, c'est évidemment étudier un grand nombre de dossiers pour pouvoir sélectionner le mieux possible les dossiers, pouvoir faire énormément d'offres de prix et statistiquement finalement obtenir les meilleurs rendements possibles pour la SCPI Hirokozen. Donc ça finalement ça se traduit ici par des chiffres assez simples. En 2024, l'équipe d'investissement de Marion a étudié 2000 dossiers, c'est 40 par semaine, donc c'est énorme. On sait qu'on a un marché qui est évidemment colossal. Et finalement, pour ne faire que 444 offres, et sur ces 444 offres, il y en a eu 47 qui ont été donc acceptées par un vendeur et qui sont rentrées en phase de due diligence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on acquiert un actif, on fait toute une phase de vérification de tout ce qui est notarié, de tout ce qui est financier, de tout ce qui est technique par rapport à l'actif et tout ce qui est ESG. On y reviendra plus tard. Et finalement, 31 acquisitions ont été réalisées en 2024. Donc cet entonnoir, finalement, il est là pour vous démontrer à quel point Hiroko s'évertue à sélectionner ses actifs et tout simplement pour avoir la meilleure rentabilité possible et la meilleure qualité d'asset management possible. Deuxième effet, c'est la relution du patrimoine. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot relution? C'est améliorer le rendement de la SCPI. Et donc, comment finalement on améliore le rendement? Alors, on n'est pas des magiciens non plus. C'est évidemment en s'adaptant au marché. On a vu des marchés chahutés ces dernières années. On a vu des taux d'intérêt qui ont grimpé, des valeurs immobilières qui ont vertigeusement, pour certaines classes d'actifs, baissé. Et donc, on s'est habitué à ça. Et en 2024, on a acheté du coup avec un taux de rendement de 8%, là où il y a 2 ans, on achetait encore à 6,5% de rendement à l'acquisition. Et ça, on l'a quantifié. Si on avait finalement acheté nos actifs en 2024 au même taux de rendement qu'en 2023,
nous aurions fait 28 points de base de moins sur la performance 2024. Et enfin, le dernier, il est très important en SCPI, c'est la réactivité, c'est le fait d'optimiser l'emploi ressources. Donc là, on calcule, nous, chez Iroko, finalement le temps qu'on met à placer 1 euro de capital sur de l'immobilier. Et en 2024, on a placé en fait les euros à peu près sous 2 mois, ce qui est finalement inférieur à notre délai de jouissance qui, pour rappel, est de 3 mois. Et ça, c'est le fameux effet jouissance combiné à l'augmentation de la capitalisation qui joue pour la SCPI, et on l'a quantifié, c'est 24 points de base sur la performance, le fait effectivement d'anticiper à chaque fois la collecte, les financements bancaires et les investissements. Et le fait d'être présent sur des marchés immobiliers européens nous permet d'atteindre ce chiffre de 2 mois. En France, évidemment, on n'y arrive pas. En revanche, au UK, aux Pays-Bas, on a des délais qui sont plus rapides et qui nous aident à accélérer ce délai de déploiement, ce qui est important pour nous. Et un petit point sur le chiffre du milieu, il est intéressant. Si vous voulez, si vous cherchez parfois à savoir quelle est la performance long terme d'une SCPI, voilà, le fait de connaître son taux acte en main, c'est assez proche de son taux long terme. Si on passe à la slide suivante, et notamment donc, la gestion agile et minutieuse, alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Tout d'abord, c'est effectivement la gestion de la dette. La dette, alors évidemment, il y a un risque derrière. Nous, chez Iroko, on fait des financements bancaires parce que on sait que c'est vertueux encore aujourd'hui pour la performance de la SCPI. En l'occurrence, en 2024, on a closé, c'est-à-dire signé des financements bancaires pour un peu plus de 100 millions d'euros. Et donc, du coup, un ratio d'LTV, on appelle ça loan to value, c'est-à-dire l'emprunt rapporté à la valeur de votre patrimoine de 26% à fin d'année. Pourquoi on en a fait? Parce que tout simplement, c'est encore relutif sur la performance. On appelle ça l'effet de levier. C'est la capacité, grâce à la dette, à augmenter mécaniquement votre rendement. Et encore une fois, sur l'année 2024, si nous n'avions pas fait de financement bancaire, on aurait acheté moins d'actifs, on aurait moins profité de la fenêtre de tir que nous avons eu à acheter avec des taux de rendement plus élevés, et on aurait du coup eu une performance de 24 points de base inférieure à celle qu'on a servie pour 2024. Donc ça, c'est vraiment l'effet positif du financement tant qu'il est maîtrisé. On l'a mis ici d'ailleurs, c'est qu'on travaille, étant donné qu'on est indépendant, on travaille avec toutes les banques pour avoir les meilleures offres possibles. Aujourd'hui, on a 10 partenaires bancaires qui nous ont fait confiance. Et est-ce qu'on couvre nos taux? Est-ce qu'on couvre nos taux? Oui. On est sur évidemment un fonds retail, grand public. On n'est pas là pour faire n'importe quoi avec l'argent de nos épargnants. On n'est pas là pour prendre des risques outre mesure. Et donc aujourd'hui, on a 98% de l'encours bancaire qui est couvert par des instruments de couverture. Concrètement, on souscrit avec des taux variables. Le fait de se couvrir, ça nous permet d'avoir un taux fixe, donc une vraie lisibilité sur ce taux. Et si demain les taux évoluent dans le mauvais sens, on est protégé. C'est important pour nous, pour gérer nos risques, de couvrir ces taux. C'est une excellente question de notre conseil de surveillance. Deuxième point, c'est la gestion de trésorerie minutieuse. On a eu des taux de rentabilité sur les placements de trésorerie qui ont grimpé, évidemment, mécaniquement. Plusieurs manières de gérer la trésorerie, ne rien faire. C'est pas notre façon de faire. Ou alors le faire de manière la plus agile possible, c'est-à-dire la placer sur des comptes à terme, sur des placements de trésorerie. Ça demande un peu plus de gestion, ça demande un peu plus de temps aux équipes de gestion. Mais c'est quelque chose qui, en 2024, a permis d'améliorer la performance de 26 points de base et de rapporter, comme vous le voyez ici, 1,8 million d'euros pour la SCPI. Et d'un point de vue rémunération, le fait effectivement donc de choisir correctement ses placements de trésorerie et ne pas laisser la trésorerie dormir sur un compte courant rémunéré, ça permet d'améliorer à peu près la performance sur la partie financière de l'ordre de 1%. Merci Guillaume. On va prendre un peu de perspective. Donc, au-delà de ce bilan 2024, quand on investit en immobilier dans une SCPI, c'est pour du long terme. Donc, on voulait prendre un petit peu de perspective pour vous présenter les les indicateurs de performance de la SCPI depuis sa création. Pierre-Antoine. Effectivement, si on parle d'abord de flux, donc pour rappel, l'objectif non garanti de la SCPI Hirokozen est de 6% aujourd'hui. Et donc, le taux de distribution pour autant de la SCPI Hirokozen est depuis son origine de 7%, comme tu le disais Gauthier, puisque la première année, en 2021, on avait fait la meilleure performance du marché, avec 7,10%. Comme l'a décrit Gauthier, vous avez naturellement une érosion du rendement dans la durée, puisque en 2022, on a fait 7,04%. Et pour autant,
Et là, c'est un peu la conséquence de tout ce que vous avez décrit, Guillaume, notamment sur la relution du portefeuille. On a fait une meilleure année en 2023 grâce aux acquisitions qu'on a pu faire à meilleur rendement. Et enfin, comme le disait Gauthier, notre meilleure année à date en 2024 en faisant 7,32, avec un TRI donc de 7,28. Et pour rappel, effectivement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Côté capital. J'arrive. Côté capital, donc la valeur du patrimoine. Donc en fait, il y a deux grandes valeurs pour définir la valeur du patrimoine. Donc, en tout cas, pour définir le prix de souscription, vous avez donc le prix de souscription évidemment, qui était 200 € à l'origine sur la SCPI Hirokozen, et vous avez également la valeur de reconstitution. Derrière ce terme barbare, qu'est-ce qui se cache? C'est très rapidement l'actif net, donc la valeur du patrimoine et tout frais et accessoires. Et en fait, vous nous servez de cette valeur, donc qui est de 214,37 € à fin décembre 2024, pour définir dans un tunnel plus 10, moins 10 de cette valeur, votre prix de souscription. Ce qu'il faut retenir là, ici, c'est qu'on a un écart assez considérable qui est de l'ordre de 6% entre cette valeur de reconstitution et le prix des souscriptions. Donc un client qui rentre aujourd'hui rentre avec une sous-cote, c'est-à-dire qu'il paie moins cher que la valeur réelle du patrimoine. On a toujours été assez prudent sur notre gestion du prix de souscription, puisqu'on a augmenté pour la première fois le prix de la part de la SCPI Hirokozen au 1er août donc 2024 de 1%. Aujourd'hui, on pourrait encore le faire, évidemment, je ne vous le dirai pas ici, mais en tout cas, on souhaite garder cette prudence. C'est dans l'ADN d'Hiroko et de la SCPI Hirokozen de garder cette question de prudence. Merci Pierre-Antoine. On va parler un peu d'immobilier avec Marion qui va nous faire un bilan à la fois du patrimoine global et zoomer ensuite sur quelques acquisitions 2024. Merci Gauthier. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est la photographie du patrimoine d'Hirokozen au 31/12/2024 avec la répartition géographique et par classe d'actifs en valeur d'expertise. Donc qu'est-ce qui s'est passé côté investissement en 2024 pour qu'on arrive à cette photographie? On vous avait expliqué l'année dernière que l'année 2023 avait déjà été une très belle année, 2024 a été encore plus intéressante. Premièrement, en termes d'investissement, on a fait, donc, comme l'a dit Guillaume, 31 deals pour un petit peu plus de 430 millions d'euros, ce qui représente 37 nouveaux actifs pour la SCPI. On a terminé l'année au 31 décembre avec une valeur de patrimoine expertisé légèrement supérieure à 1 milliard d'actifs sous gestion, et on a conservé une très bonne diversification en ligne avec notre ADN, que ce soit sur la géographie ou la classe d'actifs. Ce qui est intéressant de noter, notamment, c'est les 16% en valeur de portefeuille au Royaume-Uni. Donc on a été très actifs, hein. On a obtenu l'accord de l'AG l'année dernière pour commencer à investir au Royaume-Uni. Et c'est 6 acquisitions, dont 2 à Londres, pour un petit peu plus de 160 millions d'euros qui ont été réalisées sur ce marché. J'en profiterai après parce qu'on a voulu vous faire un petit focus sur comment l'équipe d'investissement se prépare pour investir dans un nouveau marché. Peut-être avant de passer, Gauthier, excuse-moi, aux acquisitions, je pense qu'un des points qui est intéressant à noter, au-delà des chiffres d'investissement, donc Guillaume vous indiquait qu'on avait acheté en moyenne à peu près à 8% acte en main sur l'année 2024. Ce que je voulais vous représenter, qui était un chiffre qu'on vous avait déjà présenté l'année dernière, c'était l'écart entre les prix d'acquisition auxquels nous avons fait nos opérations et les valeurs d'expertise auxquelles nos experts externes valorisaient ces mêmes acquisitions. Et en 2024, à l'instar de 2023, on avait un petit peu plus de 8% d'écart. Donc on achète 8% moins cher que ce que nos experts valorisent ces actifs. Et c'est vraiment le contexte de marché et la rareté des acquéreurs qui nous a permis de faire ça. Parce que cette année encore, on a pu négocier des conditions avantageuses, qu'elles soient en termes de prix ou de calendrier ou de conditions de bail dans des opérations de sell and leaseback par exemple, qui nous permettaient de battre le marché et en tout cas d'acheter à des valeurs en deçà de ce qu'on considère être les valeurs long terme. On part à Londres. Oui, on va vous présenter notre première opération à Londres, mais peut-être, comme je le disais, pour vous expliquer un petit peu comment on se lance sur un nouveau marché.
et notamment ce qu'on a fait avant de venir vous présenter l'année dernière notre volonté de commencer à investir au UK. C'est que d'abord, évidemment, on se prépare. Et comment on se prépare? C'est un petit peu de terrain, c'est un peu de visio aujourd'hui dans notre monde actuel. Mais l'idée, c'est d'échanger avec des brokers, des investisseurs, des conseils pour comprendre comment fonctionne le marché au UK et nous assurer qu'on pourra y trouver des produits en ligne avec notre stratégie. Et pour ce faire, il y a deux composantes qu'il faut bien comprendre. C'est s'assurer de comment fonctionne le marché de l'investissement, comment fonctionne le marché locatif, la demande des utilisateurs, le taux de vacances sur les différents marchés, et surtout s'assurer que sur ces deux marchés, on est à un bon moment de cycle. On n'a pas envie d'arriver au pic du marché, on préfère arriver plutôt au creux du marché pour nous assurer qu'on a de belles années devant nous. Et c'était le cas pour le Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni, qui historiquement a toujours été le premier marché européen en termes de volume d'investissement, a souffert finalement avant les autres pays en raison du Brexit puis du Covid. Et donc on avait assisté à une revalorisation des actifs à la baisse ces dernières années qui nous ont permis, quand on s'est décidé de commencer à investir au Royaume-Uni, d'atteindre des prix et des valeurs à nouveau qui étaient significativement en deçà des valeurs historiques. Et l'acquisition que vous avez derrière moi, on est le meilleur exemple. Donc là, on est sur un actif qui est situé à 164 Bishopgate. On est, pour ceux qui connaissent Londres, devant la sortie de la gare de Liverpool Station. On est en plein cœur de la City. Donc on est sur une localisation prime et une visibilité assez extraordinaire. Et en fait, c'est un actif que nous avons acheté à 26 millions de pounds, ce qui faisait une rentabilité de 7,30 environ. Et notre vendeur, qui était British Land, qui est un gros institutionnel anglais, l'avait acheté lui-même en 2019, donc il n'y a pas si longtemps, un petit peu plus de 37 millions de pounds. Donc on voit l'écart finalement entre la valeur de 2019, qui était plutôt, elle, en ligne avec les valeurs historiques, et la valeur à laquelle nous, on a pu nous positionner. Ce qui est intéressant surtout sur cet actif, c'est que c'est un actif qui est mixte commerce et bureau, mais c'est la partie commerce qui est la plus importante, puisqu'on a au rez-de-chaussée un supermarché Tesco qui est présent depuis un grand nombre d'années et qui est engagé encore pour au moins une dizaine d'années, et il représente 56% du flux, donc on a une belle résilience pour cet état locatif. La deuxième acquisition qu'on voulait vous présenter, très différente. Donc là, on retourne en France. On est sur un portefeuille de plateformes logistiques. Et ce qui est intéressant avec cet actif, c'est principalement la rentabilité à laquelle nous avons pu l'acheter. La logistique, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement demandée et du coup sur laquelle généralement les taux de rentabilité sont malheureusement trop chers pour Iroko. Mais sur celle-ci, en raison du contexte que je vais vous décrire, on a pu obtenir une rentabilité de quasi 7,5%. Ce qui est assez rare sur cette classe d'actifs, surtout sur un portefeuille d'actifs qui était assez récent et avec un nouveau bail de 12 ans ferme avec un locataire de premier plan. Donc pourquoi on a réussi à faire cette opération? C'est une opération qui a été sourcée de ce qu'on appelle off-market, donc sur lequel il n'y avait pas un grand appel d'offres avec tout le marché qui était au courant de ce dossier. C'était une opération en fait qui a été vendue dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition, enfin plutôt c'était une vente en tout cas du business. Donc c'était l'exploitant utilisateur qui souhaitait vendre le business et les murs à un acquéreur unique. Et en fait, la personne qui s'est positionnée pour acheter la totalité est ensuite venue nous voir pour que nous, on reprenne les murs. Donc c'est une opération qui a été longue et compliquée, parce qu'on était dans une relation tripartite entre nous, bailleurs et acquéreurs, et lui, preneur, et en même temps acquéreur du fonds de commerce. Donc voilà, c'était assez long, mais on était fiers de cette acquisition qui permet au portefeuille d'avoir des actifs logistiques de qualité. Dernier exemple d'acquisition, on repart au Royaume-Uni. Donc là, on est à Taunton, c'est une ville de quasiment 100 000 habitants, à 1 heure de Bristol. Et c'est un supermarché qui est loué à Sainsbury's. Donc Sainsbury's, c'est avec Tesco une des enseignes principales du marché au Royaume-Uni en termes de supermarché. Et c'est l'occupant quasiment historique de ce site, puisqu'il est là depuis plus d'une quinzaine d'années. Il a un bail dans lequel il lui reste un petit peu plus de 7 ans, mais ce qui nous a convaincus de la pérennité de ce locataire sur le site, c'est surtout le fait qu'il vient
de faire un programme de rénovation assez lourde de plusieurs millions de pounds, à la fois pour moderniser son actif et se mettre au dernier standard de ses propres contraintes internes, on va dire, au groupe. Et à nouveau, ça nous prouve qu'on a une pérennité, une stabilité du cash flow, ce qui est quand même le plus important pour la SCPI. Merci Marion. On va passer à une autre partie de nos engagements, les engagements ESG avec Julien. Les engagements ESG du fonds ont-ils été tenus ? Alors, je vais vous parler des réalisations ESG sur la partie 2024 pour Hirokozen. La stratégie ESG, c'est 3 piliers fondamentaux. L'environnement, c'est améliorer la performance environnementale de nos actifs pour diminuer l'empreinte environnementale. Le social, c'est comprendre et prendre en compte les enjeux sociaux des territoires et soutenir les activités sociales et solidaires. Enfin, la gouvernance, c'est être moteur de l'immobilier durable auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Alors oui, 100% des engagements ESG ont été tenus en 2024 par Hirokozen. Déjà sur le label ISR, Hirokozen est labellisé ISR et on a renouvelé le label ISR en 2024 pour un deuxième cycle de 3 ans en simplifiant notre grille d'analyse. Notre engagement de porter, de faire évoluer les actifs de Best in Progress à Best in Class dans les 3 ans suivant l'acquisition a été respecté sur les actifs acquis en 2021. Les équipes ont pris toute la mesure des enjeux environnementaux et sociaux en ayant accès à des formations tout au long de l'année, ce qui leur a permis de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes. D'un côté, nos locataires, avec l'intégration systématique maintenant d'une annexe environnementale dans les nouvelles signatures de baux qu'on a réalisées, et enfin des campagnes de sensibilisation tout au long de l'année, notamment la belle campagne d'atelier de fresques du climat qu'on a menée sur un de nos actifs à Lyon, en présence d'un formateur externe et de nos locataires, ce qui a rencontré un franc succès. Donc, nos locataires d'un côté, mais la sensibilisation également de nos gestionnaires locatifs et techniques sur l'ensemble de nos différents marchés, qui ont, dans leur contrat, pris l'engagement de respecter nos engagements sociaux et environnementaux et de les placer au cœur de leur action quotidienne. Concrètement, l'année 2024, c'est plus de 3 millions qui ont été engagés dans des travaux d'amélioration de la performance environnementale de notre parc immobilier. Et ces travaux environnementaux ont des objectifs différents. La réduction de la consommation d'eau, l'amélioration, par exemple, du confort technique de nos bâtiments, thermique aussi, notamment avec le dispositif de Cool Roof qu'on est venu financer sur l'actif Doni, l'amélioration ou l'optimisation des consommations énergétiques avec les dispositifs de gestion technique de bâtiments qui permettent de mieux piloter les équipements de chauffage, ventilation et climatisation de nos actifs. Ces travaux répondent évidemment à nos engagements environnementaux, mais c'est des actions qui ont un effet immédiat sur le confort de nos occupants, ce qui permet également de les fidéliser. Est-ce qu'il y a un impact sur les valeurs et sur l'expertise de ces bâtiments ? Un locataire qui est content, qui se projette dans le bâtiment, c'est aussi un locataire qui potentiellement se réengagera. Et quand on optimise l'énergie, les consommations énergétiques, potentiellement on libère aussi du loyer, puisqu'à la fin, en fait, un locataire il est prêt à payer une somme pour un bâtiment. Et s'il a trop de charges, c'est potentiellement moins de loyer pour le propriétaire. Et c'est une équation sur laquelle on est très attentif. Sur les enjeux sociaux maintenant, en 2024, 1% de la capitalisation d'Hirokozen a été investie dans Hiroko Impact. L'objectif d'Hiroko Impact, c'est de favoriser la création d'espaces de travail ou de logements abordables pour des associations ou des entreprises spécialisées dans l'économie sociale et solidaire. C'est un fonds Hiroko Impact qui est labellisé ESUS et Finansol. Donc concrètement, on achète des biens immobiliers qu'on loue à des associations, à des entreprises spécialisées dans ce secteur-là, à un prix décoté par rapport à la valeur locative de marché pour soutenir leur développement. Aujourd'hui, on a 3 maisons dans Hiroko Impact. On a 2 maisons à Saint-Denis qui sont louées au Silence des Justes, une association, et une maison à Aubervilliers qui est louée à l'association Miséricordia. Merci Julien. On va passer un petit peu de temps pour parler des perspectives 2025 de la SCPI Hirokozen avec Pierre-Antoine. Avec Marion. Avec Marion, bien sûr. C'est pour réveiller Pierre-Antoine.
Donc pour 2025, nos deux principaux objectifs sont d'abord évidemment de battre notre objectif de distribution non garantie de 6%, mais également de renforcer notre présence à l'étranger. Donc il est un peu tôt pour faire un point de mi-année, mais on peut pour autant faire un point d'étape. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt bien engagé. En termes de volume d'investissement, alors les chiffres derrière moi n'étaient pas exactement à jour, mais j'ai moi les chiffres d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on a déjà signé une dizaine d'acquisitions pour un petit peu plus de 140 millions d'euros. On a un actif sous promesse de vente pour une vingtaine de millions d'euros et on a une vingtaine de deals, d'opérations en cours de due diligence pour un petit peu plus de 290 millions d'euros. Donc on a un pipe qui est assez conséquent et qui est rassurant pour les prochains mois. En termes de présence à l'étranger, le chiffre que je voulais vous communiquer aujourd'hui, c'est que sur la totalité du pipe de 2025 que je viens de vous indiquer, seuls 5% des volumes d'investissement sont situés en France. Donc ce que ça veut dire, c'est que la part du portefeuille à l'étranger en fin d'année sera beaucoup plus importante que celle qu'elle était à la fin de l'année, ce qui très probablement aura un impact positif et viendra réduire la fiscalité sur les dividendes que vous percevez tous les mois. Pour rester sur notre renforcement à l'étranger, deux points que je voulais souligner. L'évolution du marché dont on parle depuis maintenant 1 ou 2 ans fait que, par exemple, l'Allemagne, qui historiquement était un pays où notre part était très faible, aujourd'hui est un pays sur lequel on est beaucoup plus actif. On a signé depuis le début de l'année une opération à Dresden où on a acheté un magasin Decathlon. Et on a sous exclusivité aujourd'hui une quarantaine de millions d'euros d'actifs, notamment un portefeuille hôtelier et un commerce. Donc c'est assez encourageant. On a beaucoup de dossiers en cours d'étude sur l'Allemagne. Donc 2025 sera une année assez importante pour ce pays-là. Et le deuxième pays sur lequel on avait envie de nous renforcer, c'est l'Espagne. On a terminé 2024 avec seulement 10% de notre patrimoine qui était situé en Espagne, avec un fort ralentissement qui a été amorcé en 2023 et qui s'est concrétisé en 2024 pour des raisons de marché. Le marché espagnol est le marché en Europe qui a le moins repricé, alors pardon pour cet anglicisme, mais en tout cas qui a été le moins dévalorisé, notamment parce que c'est un marché qui est beaucoup porté par des investisseurs privés, ce qu'on appelle aussi des family office, qui ne font quasiment pas appel à la dette et qui ont finalement continué leur petit bonhomme de chemin de manière assez tranquille. Et du coup, c'est un pays pour lequel ces 18 derniers mois, on observait des rentabilités qui finalement étaient plus faibles et moins attractives que les autres pays européens qu'on pouvait regarder. Néanmoins, c'est un pays pour lequel les fondamentaux économiques sont bons et dans lequel on a envie de nous développer. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a créé une filiale, Iroko Iberia, qui nous permet d'avoir à la fois une position au cœur du marché pour le sourcing des nouveaux deals qu'on souhaite regarder et qui nous permet pour la gestion d'être au plus près de nos locataires avec une vraie implantation locale. La création d'Iroko Iberia, on commence à voir que ça porte ses fruits, puisque si l'année dernière nous n'avions fait que 19 millions d'acquisitions en Espagne, aujourd'hui on a déjà fait une première acquisition d'un hôtel pour un petit peu plus de 20 millions d'euros. On a 2 actifs en cours de due diligence pour un petit peu plus de 40 millions d'euros. Et on attend cette semaine ou la semaine prochaine des bonnes nouvelles qui nous permettront de doubler ce volume d'investissement en cours de due diligence. Donc, à l'instar de l'Allemagne, on devrait augmenter notre part d'actifs en Espagne. Merci Marion. On va passer à un moment un peu plus compliqué financièrement, parce qu'on a quelques tableaux que Guillaume va essayer de rendre intelligibles et clairs pour tout le monde. Marie-Cécile Moignet, qui est commissaire aux comptes d'Iroko Zen, partenaire chez BMA, est absente et excusée. Elle est retenue à une autre assemblée générale. En revanche, vous pouvez lire son rapport dans le rapport annuel. Et on va tout de suite enchaîner avec les principaux tableaux des comptes annuels. Je laisse le micro à Guillaume. Oui. Alors effectivement, donc un SCPI, déjà, petit rappel, hein, on a un plan comptable qui est différent, qui est spécifique au SCPI, et vous avez 3 tableaux importants qui sont l'état du patrimoine, le tableau de variation des capitaux propres, et enfin le compte de résultat. Commençons par l'état du patrimoine. L'état du patrimoine en SCPI, en fait, c'est un peu la liste de vos actifs et de vos passifs, excepté les capitaux propres. Et donc, je vais vous en lire quelques-uns. Donc, effectivement, alors, avant de parler de ligne à ligne, excusez-moi, chose importante, c'est effectivement la présentation de cet
état du patrimoine, vous avez 2 colonnes. Vous avez une colonne de valeur bilancielle, c'est finalement les capitaux propres comptables de la société, et vous avez une valeur estimée qui correspond à la fameuse valeur de réalisation d'une SCPI, qui est ni plus ni moins qu'un actif net réévalué, c'est-à-dire la mise à la juste valeur de vos actifs et de vos passifs. On va s'arrêter aux valeurs bilancielles, donc la colonne de gauche. Si on commence par le haut, effectivement, vous avez tout ce qui est immobilisation. Donc au 31 décembre 2024, la SCPI, elle détient pour 902 millions d'euros d'actifs détenus donc en direct par la SCPI. Et également, vous avez des actifs qui ont été achetés par le biais de SCI, c'est-à-dire des filiales, des participations, pour 44 millions d'euros. Et si on descend un petit peu, vous avez la fameuse ligne dont parlait Julien précédemment, Iroko Impact, qui est notre investissement socialement responsable, que nous avons réalisé pour 8,5 millions. Vous avez juste en dessous des avances en compte courant pour 23,9 millions d'euros. Ça correspond ni plus ni moins en fait, au financement des filiales, au fait que pour financer les filiales par lesquelles nous avons acquis d'autres actifs, nous avons descendu du cash. Donc ça, c'est pour tout ce qui est immobilisation. Ensuite, si vous descendez sur les créances, sur les états un peu plus, les agrégats plus liquides des actifs, vous avez donc les créances locataires qui correspondent tout simplement au quittancement du premier trimestre 2025 que nous faisons en avance, et donc du coup pour lequel nous n'avons pas forcément encore réceptionné les fonds de nos locataires. Vous avez des autres créances qui correspondent à parfois de l'argent en fait, qu'on dépense pour la signature de promesses de vente, c'est-à-dire qu'on a des indemnités d'immobilisation, des déposites qu'on verse sur des comptabilités de notaire, donc qui correspondent à des créances au 31 décembre avant d'acheter les actifs en 2025. Vous avez également des crédits de TVA qui correspondent à la TVA tout simplement déduit au titre de nos charges et pas encore récupérés auprès du Trésor. Et enfin, tout en bas de ces actifs, vous avez les disponibilités. Les disponibilités, c'est tout simplement le cash disponible à l'investissement et également la distribution de revenus, mais également les comptes à terme qui, au 31 décembre 2024, étaient de l'ordre de 16 millions d'euros. Si on descend maintenant aux éléments passifs, les dettes financières, donc elles sont 275 millions d'euros. 275 millions, c'est en grande partie... Tu peux aller sur la slide compte annuel, la deuxième. Ouais. Merci. Donc, celle-là, exactement. Non, hop là, ouais, merci. Donc effectivement, Non, ça c'est le PNL. 2 slides avant, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Vous avez les dettes financières pour 275 millions d'euros. C'est les fameux emprunts bancaires que nous avons réalisés pour 265 millions d'euros au 31 décembre. Mais également les dépôts de garantie qu'on recueille à chaque fois qu'on a un nouveau locataire, qui sont de l'ordre de 3 mois de loyer, donc pour 14 millions d'euros. Ensuite, vous avez des dettes d'exploitation. Ça, c'est toutes les charges en fait, qui sont en général facturées à terme échu, donc après que la prestation ait été réalisée par notre fournisseur. Donc pour 22 millions d'euros, c'est notamment la commission de gestion de la société de gestion, les commissions d'acquisition et tous les frais de fonctionnement qui ne sont pas encore facturés par nos fournisseurs respectifs. Et les dettes diverses, vous avez à nouveau des dettes fiscales qui correspondent à de la TVA collectée et pas encore reversée au Trésor, et également la dette correspondant à la compte sur dividende de décembre pour 3,5 millions d'euros. Ça, c'est l'état du patrimoine. Ensuite, on va passer au tableau de passage des capitaux propres. Donc, en fait, c'est tout simplement l'évolution des capitaux propres comptables entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024. En fait, vous avez effectivement en partie haute tout le capital, le nominal, donc toutes les souscriptions qui ont été faites pendant l'année, à hauteur donc, de 319 millions d'euros de capital de nominal et 47 millions de primes d'émission. Vous y voyez également les 2 impacts négatifs en colonne centrale qui correspondent aux 8 millions de retraits que nous avons eu en 2024. Vous avez ce qu'on appelle un prélèvement sur prime d'émission. Donc là, on pose toujours des questions là-dessus parce que c'est particulier, c'est propre à la SCPI, c'est le fait que tous les frais d'acquisition qu'on a, la commission d'acquisition, les frais de notaire, les frais de due diligence, tous ces frais-là, finalement, sont prélevés sur la prime d'émission dans le plan comptable SCPI et non pas immobilisés. Donc vous les voyez ici pour 37,6 millions. Ensuite, si on descend, vous avez le résultat de l'exercice pour 34,8 millions. Et sur ces 34,8 millions, nous avons distribué un peu plus de 33 millions d'euros en 2024.
On passe au PNL, le compte de résultat, qui du coup affiche. Donc là, il est plus lisible et plus commun par rapport à ce que vous avez l'habitude de lire, je dirais en plan comptable général. Vous avez d'abord la partie immobilière, le résultat immobilier. Ensuite, vous avez le résultat d'exploitation et enfin le résultat financier. Donc, d'un point de vue immobilier, vous allez avoir ni plus ni moins évidemment que les loyers, les produits locatifs pour 52 millions d'euros. Vous avez ensuite 6 millions d'euros de produits annexes qui correspondent à des indemnités locatives, des indemnités que nous négocions avec nos vendeurs au moment des acquisitions. Vous avez 8 millions d'euros de charges refacturées qui correspondent tout simplement à toutes les charges courantes de gestion qu'on peut refacturer à nos locataires et qui sont effectivement autorisées par les conditions et les clauses que nous avons dans nos baux. Et vous avez 1,1 million d'euros de remontée de résultats de nos filiales. Sur les charges immobilières, vous avez à nouveau donc les fameuses charges qui sont refacturées pour 8 millions d'euros. Et dans ces charges immobilières, peu commun, mais c'est ce qu'on fait, on comptabilise comme ça en SCPI, c'est les intérêts d'emprunt qui sont en immobilier. C'est tous les emprunts qu'on a réalisés pour l'acquisition de l'immobilier pour 9,5 millions d'euros. Les charges d'exploitation, vous retrouvez justement le fameux transfert de charges, qui est un produit d'exploitation. Excusez-moi, on est toujours sur le compte de résultat. Ça sera peut-être encore plus facile comme ça. Donc effectivement, vous avez, en termes de charges d'exploitation, vous avez 7,3 millions d'euros de commission de gestion. C'est la commission de gestion pour tout simplement gérer tout le parc de la SCPI. Vous avez ensuite les charges d'exploitation de la SCPI, de la société. C'est tous les frais d'acquisition que vous comptabilisez en charge et que vous transférez via un prélèvement sur prime d'émission dont je vous parlais juste avant. Vous avez également dans ces 48 millions l'impôt sur les sociétés dont on s'acquitte à l'étranger, pour à peu près 8 millions d'euros. Et ensuite, d'un point de vue financier, deux choses importantes, les autres produits financiers dont on vous parlait tout à l'heure, les fameux placements de trésorerie pour 1,8 million. Et vous avez ici donc les autres charges financières qui sont donc les gains et les pertes de change qui sont liés ni plus ni moins à notre activité au Royaume-Uni. Voilà un petit peu dans les grandes lignes effectivement tous les états financiers de la SCPI. Et autre tableau qu'on vous partage ici, qu'on vous avait partagé l'année dernière, c'est effectivement déjà d'un point de vue de pure transparence, le partage de toutes les commissions que la société de gestion Iroko a pu recevoir au titre de 2024. Et donc ça, c'est déjà d'un point de vue de la transparence, vous avez tout le détail dans le rapport annuel. Et également, c'est pour compléter un petit peu ce que disait Pierre-Antoine tout à l'heure sur le modèle sans frais d'entrée, c'est la comparaison de toute la rémunération qu'Iroko a eue en 2024 à ce qu'elle aurait eu si elle avait été une SCPI avec une commission de souscription moyenne pour une SCPI classique. Donc on s'aperçoit qu'on a à peu près donc, entre 21 millions, effectivement c'est ce qu'on a reçu en 2024, et dans un modèle de SCPI classique, nous aurions reçu 39 millions d'euros. C'est la preuve, je dirais, parfaitement basique, froide, par les chiffres, qu'effectivement, ce modèle, du coup, rémunère, entre guillemets, moins la société de gestion. On vous rassure, pour autant, la société de gestion va bien, elle est rentable depuis 3 ans, et on a des équipes qui sont structurées pour suivre le rythme d'investissement et la gestion de notre parc. Mais c'est également pour vous montrer que, pour vous, épargnants, ça a 2 effets positifs. C'est structurellement mettre plus d'argent au travail et donc améliorer la performance de votre SCPI. Et deuxième chose, finalement un rendement cible équivalent, le fait de pouvoir mettre plus d'argent au travail, ça va nous permettre potentiellement d'aller chercher des actifs de meilleure qualité et d'obtenir finalement un rendement final tout aussi important que les SCPI classiques. Merci Guillaume. Je vais laisser la place à Marie-Cécile Moignet, donc, qui est partenaire chez BMA, qui est le commissaire aux comptes de la SCPI Hirokozen. Merci. Descendre tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je représente le cabinet BMA, qui est le commissaire aux comptes de la SCPI Hirokozen depuis son démarrage. Donc vous avez trouvé dans le rapport annuel de votre SCPI 2 rapports émis par notre cabinet, un rapport sur les comptes annuels et un rapport sur les conventions réglementées. Donc, le rapport sur les comptes annuels fait état que les comptes de la SCPI sont certifiés sans réserve, avec un focus particulier sur les valeurs d'expertise qui sous-tendent les valeurs de réalisation qui vous ont été présentées, les valeurs du patrimoine.
Nous avons également émis un rapport spécial. Le rapport spécial, c'est un document qui vous permet d'approuver les conventions entre votre SCPI et la société de gestion. Et en fait, on ne met dans ce rapport que les conventions qui sont modifiées ou nouvelles en cours d'année. Comme il n'y a pas eu de changement des relations contractuelles entre la société de gestion et la SCPI, ce rapport ne présente pas de convention. Néanmoins, formellement, il est soumis à votre approbation. Et en fait, en cours d'année, et ça, ce sont des rapports qui restent à la société de gestion, nous intervenons chaque mois pour le versement des acomptes sur dividendes sur la base de situations comptables qui sont établies par votre société de gestion. Donc voilà, donc pas de remarques de notre part sur les comptes et sur le rapport spécial. Merci beaucoup. On va tout de suite laisser le micro à la présidente du conseil de surveillance d'Hirokozen, Louise Bousquet. Bonsoir à toutes et à tous. D'un commun accord, on a décidé d'être succinct ce soir, donc on vous dispense de la lecture intégrale du rapport de conseil de surveillance. Mais pour vous donner un peu de perspective sur ce qui s'est passé depuis la dernière Assemblée générale, nous avons eu 2 réunions du conseil de surveillance depuis la dernière AG. La première en octobre dernier, à la suite de l'élection du nouveau collège qui avait eu lieu lors de l'Assemblée générale du 28 avril 2024, qui a donné lieu à l'élection et au renouvellement de mon poste de présidente du conseil de surveillance. Et j'en profite pour remercier la confiance des membres de ce nouveau conseil de surveillance. Une seconde réunion a eu lieu il y a 1 mois, dans la logique de préparer cette assemblée générale avec la société de gestion. On a pu, comme à chaque fois, être informés correctement, échanger avec la société de gestion sur nos questionnements. Et avec l'ensemble des membres du conseil de surveillance, on a donc rédigé et validé le rapport que vous trouverez dans le rapport annuel pour cette assemblée générale. On vous laissera du coup le parcourir, mais il reprend bien évidemment les points qui ont été évoqués auparavant en ce qui concerne le capital et marché de parts, le patrimoine et gestion locative, l'engagement ESG et le label ISR, les valeurs de la société, et n'appelle pas de notre part, au niveau du conseil de surveillance, aucune remarque additionnelle. Voilà, je vous remercie. Merci Louise. Et on enchaîne du coup avec la présentation et les votes pour les 12 résolutions qui sont présentées à l'Assemblée générale. Je laisserai à chaque fois un petit peu de temps pour ceux qui veulent voter en ligne, tout en essayant évidemment de mettre du rythme. Loin de moi la volonté de les lire intégralement. Il y en a quelques-unes qui ont probablement retenu votre attention et sur lesquelles j'essaierai d'être pédagogique. La première résolution... Absolument. Absolument. Alors, alors pas de souci, parce que vous pouvez encore voter pendant et après l'Assemblée générale. Il y a un ordinateur pour ceux qui n'ont pas pu voter qui est juste là. Et du coup, effectivement, notamment pour synchroniser ce qui se passe en ligne et hors ligne, on va garder de rythme cette présentation et questions juste après. Donc, première résolution, c'est une résolution classique sur la vie de la société SCPI Hirokozen. On valide le rapport de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes. On constate le capital effectif au 31 décembre 2024. On approuve les comptes sociaux. Et du coup, c'est une résolution qui est soumise à la compétence de l'Assemblée générale ordinaire. Deuxième résolution, idem, on est sur une résolution assez classique qui consiste à affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024, notamment en structurant ce résultat entre ce qui était distribuable, ce qui est distribué et ce qui est mis en report à nouveau. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a constitué cette année un petit report à nouveau. Le report à nouveau, ce qu'on appelle aussi le RAN en SCPI, ça permet concrètement de garder un peu de liquidité dans la SCPI au cas où demain on aurait un locataire qui paierait pas ou faire face parfois à des moments ou des sujets imprévus. Troisième résolution, c'est approuver les valeurs de la société arrêtées au 31 décembre. Donc on a principalement parlé de la valeur de reconstitution. Il y a d'autres valeurs évidemment en SCPI plus techniques. Ces valeurs elles sont évidemment validées par le travail du commissaire aux comptes.
On valide enfin sur la 4e résolution l'absence de nouvelles conventions réglementées. Donc il n'y a pas de nouvelles conventions réglementées, on l'approuve. C'est quelque chose d'assez juridique. 5e résolution, on parle de l'indemnisation des membres du conseil de surveillance. C'est une résolution que vous verrez tous les ans pour Hirokozen. On a une décision un peu historique de ne pas rémunérer les membres du conseil de surveillance. Il y a un peu les deux cas de figure qui existent dans le monde des SCPI. On a décidé de ne pas créer un biais potentiel en mettant en place une rémunération pour les membres du conseil de surveillance. Et on souhaite faire valider cette résolution qui constate la non-indemnisation des membres du conseil de surveillance. 6e résolution, Julien vous en a parlé, Hirokozen a investi 1% de sa capitalisation de Hiroko Impact dans l'ESG. On traite avec le label ISR le E et le G. Vous avez vu sur le pilier E environnemental les travaux qui sont menés ou qui sont en cours et qui permettent d'améliorer le confort et les consommations énergétiques. Le G, la gouvernance, c'est tout le travail qu'on fait contractuel avec les parties prenantes autour de l'immobilier qu'on gère. Et le S, historiquement, c'est le parent pauvre de l'immobilier. Et avec cet investissement de Hiroko Impact, où on aide des associations, on travaille ce pilier-là aussi. On a une action ESG un peu plus complète. La 7e résolution, celle-là, elle est importante. Ça permet à la société de gestion de distribuer des potentiels plus-values. On n'aurait pas le droit si vous ne l'approuviez pas. C'est important pour nous, et vous le savez, hein, c'est notre stratégie long terme d'être capable d'avoir une gestion dynamique du patrimoine. Il y a des actifs qu'il faut savoir vendre. Aujourd'hui, on a quasiment 5 ans. Une SCPI, quand elle commence à avoir un peu plus de 5 ans, elle peut commencer, puisqu'on a des contraintes, des contraintes définies par l'autorité des marchés financiers. On ne peut pas vendre d'actifs pendant les 5 premières années, sauf sur quelques pourcentages de la capitalisation. Voilà, l'enjeu cette année, pour nous, c'est d'activer potentiellement un autre moteur de performance en commençant à vendre quelques actifs. Il y a déjà, pour information, quelques actifs qui vont commencer à faire partie du plan d'arbitrage. Et on verra si c'est le bon moment. On pense que c'est probablement encore un petit peu tôt, mais on souhaite se mettre en ordre de bataille pour lancer un peu ce pilier de performance. La 8e résolution, l'année dernière, on avait validé l'ajout du Royaume-Uni. Cette année, on souhaite rajouter la Pologne. La Pologne, c'est un grand pays et accessoirement la première puissance militaire, parce que je sais à quoi vous pensez quand vous pensez à la Pologne. 2 sujets, 2 remarques là-dessus, on pourra en parler plus longuement. Premier sujet pour la Pologne, c'est qu'on est opportuniste et l'horizon d'investissement d'Hirokozen, c'est 99 ans. Donc on est content d'avoir une capacité A. On était heureux d'avoir une capacité A à aller au Royaume-Uni. Si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on voit des belles opportunités en Pologne, on sera ravis de le faire. On a lancé un audit, on a lancé des visites, on voit des actifs. On n'a aucun actif prévu à court terme ou à moyen terme. On commence à largement s'éduquer sur ce marché. On souhaite continuer à pouvoir être opportuniste et à ne pas rater des potentielles opportunités. La 9e résolution, c'est l'augmentation du capital social maximum. Aujourd'hui, et régulièrement, à tous les ans, on augmente ce capital social. Il était d'1 milliard. L'objectif, c'est de le passer à 2 milliards. Comme vous le voyez tous les ans, on est content de pouvoir continuer à diversifier l'immobilier, à diversifier le risque locatif et à continuer à développer, à déployer notre stratégie d'investissement qui est accessoirement particulièrement pertinente ces derniers mois. La 10e résolution, on était encore gâté par l'avocat, correction d'erreurs matérielles. Donc concrètement, c'est un point qui est important. On souhaite apporter une précision sémantique sur une résolution. Donc cette résolution, c'est une résolution qu'on a votée l'année dernière et qui consiste à distribuer aux nus propriétaires les plus-values réalisées en cas de cession d'actifs dans la SCPI. Sur le marché des SCPI, il y a à peu près les 2 DOCS qui existent. Parfois, les plus-values sont distribuées aux nus propriétaires, parfois elles sont distribuées à l'usufruitier. C'est pour ça qu'il fallait un moment décider. Ça a été voté l'année dernière par les associés de la SCPI que ce serait aux nus propriétaires. En revanche, on n'a pas été assez précis. Du coup, on a eu quelques questions, même si évidemment on n'a pas eu le cas de plus-value l'année dernière. On a eu quelques questions sur l'application
de cette nouvelle résolution, et du coup on souhaite la préciser. Les contrats, les conventions entre le nu propriétaire et l'usufruitier qui sont avant la date de l'Assemblée générale respectent ces contrats-là. Du coup, pour les contrats qui ont été signés avant l'Assemblée générale de l'année dernière, c'est bien l'usufruitier qui percevra la plus-value, puisque c'était écrit comme ça dans les conventions de démembrement. Et évidemment, on respecte le droit des contrats. Et ensuite, en revanche, à partir de l'Assemblée générale, là, c'est bien le nu propriétaire qui percevra les potentielles plus-values. Enfin, 11e résolution, c'est d'autoriser la société de gestion à modifier la note d'information des résolutions votées précédemment. Et enfin, la 12e, c'est nous donner pouvoir pour l'accomplissement des formalités, déposer les comptes auprès du greffe, etc. On a vu les 12 résolutions, on a pris le temps de vous partager à la fois un bilan de l'année 2024, des perspectives 2025. Vous avez pu voir la commissaire aux comptes. Je remercie Louise et toute l'équipe du conseil de surveillance qui nous ont bien accompagnés, bien challengés et aidés à préparer cette assemblée générale. Et place aux questions. Il y a Hélène ici et Alban là qui sont disponibles pour vous passer les micros. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Dans tous les cas, il est quasiment 20 h, donc on va prendre le temps évidemment de répondre à quelques questions. Et si on voit que ça dure un peu de temps, on continuera autour du cocktail qui est prévu juste après. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour votre présentation très claire et pédagogique et très appréciable et appréciée. À l'exception des comptes, toutefois, car les comptes étaient en petit, on les voit peu, et il en manque un tableau qui m'intéresse particulièrement, c'est celui des 5 années ramenées à la part, avec les loyers par part, les charges par part, le revenu par part. Vous ne l'avez pas présenté. Or, comme vous ne distribuez pas de support papier, de rapports de compte, je ne les ai pas vus, car sur un smartphone, on ne voit pas grand-chose. Donc, voilà. Deuxième question, je pose mes 2 ou 3 questions tout de suite, si vous voulez. Alors, si ça vous dérange pas, on a des gens aussi en ligne, donc on va partager vos remarques ou vos questions. Donc la première question, j'ai pas bien compris la question, mais c'est premier sujet, de voir un tableau qui récapitule les charges et les revenus par part Oui. dans le temps. C'est un tableau qu'on n'a pas. On va réfléchir à l'intégrer. C'est potentiellement. Je crois qu'il était obligatoire, cette présentation. Alors, on l'a dans le rapport annuel, mais effectivement, nous ne l'avons pas prévu dans cette présentation. Ah, d'accord. Et, le deuxième point, du coup, c'est un point qui est important et qui fait partie un peu des conditions générales d'Iroko, c'est l'absence de papier. Effectivement, on n'imprime pas le rapport annuel, en tout cas pas à grande échelle. En revanche, il est disponible en PDF dans un format imprimable. Donc voilà, libre à chacun ensuite de l'imprimer. Je comprends évidemment le sujet parfois de lire. Après, sur des écrans un peu plus larges, on arrive à bien lire le rapport annuel, mais on n'imprimera pas le rapport annuel. Et ça, du coup, ça répond à votre première question. Est-ce que vous en avez une deuxième ? C'est sur les investissements. Je remercie votre responsable des investissements de grande qualité. Vous avez évoqué Iroko espagnol, Iberia. Est-ce à dire qu'il existe un Iroko Deutschland et qu'il existera un Iroko Pologne et qu'il existe un Iroko Grande-Bretagne ? J'ai juste répété la question avant pour que tout le monde entende bien. Il y a un Iroko ibérien. Est-ce qu'il en existe d'autres ou est-ce qu'il en existera d'autres dans d'autres pays ? Marion. Alors aujourd'hui, il n'en existe pas d'autres. L'idée, c'était de tester déjà ce modèle avec Iroko Iberia et de prendre le temps d'intégrer Iroko Iberia à nos propres process et à nos valeurs. Mais on réfléchit à en créer d'autres. Donc en fonction de l'évolution des marchés et des marchés dans lesquels on aura envie d'être le plus présent, il y aura très probablement de nouveaux Iroko. On verra avec quel pays on commence, mais il y en aura d'autres. Alors, on a des partenaires sur place, mais qui ne s'appellent pas Iroko. On a des partenaires non capitalistiques dans les différents pays dans lesquels on investit, qui nous aident dans le sourcing et dans la gestion des actifs. Donc, évidemment, aujourd'hui, même sans avoir de filiale qui s'appelle Iroko, entre guillemets, dans ces pays-là, pour autant, on a un accompagnement en local. Sur la partie acquisition, on travaille en exclusivité avec des partenaires locaux qui sont généralement des petits investment managers et qui sont contents d'accompagner Iroko dans leur développement et qui du coup vont sourcer les actifs pour nous. Nous-mêmes, on source directement aussi, mais on va toujours leur demander leur avis et ils seront notre carte pour avoir le bon avis sur une localisation, sur un utilisateur, sur une market practice. Et pour ce qui est gestion,
On a des property managers dans tous les pays dans lesquels on investit. Et on leur a donné, quand on a besoin d'avoir des missions un petit peu plus précises, des contrats particuliers pour travailler avec eux, le cas échéant, quand c'est nécessaire. C'est juste qu'à ce stade, ça ne s'appelle pas Iroko. Merci Marion. On avait une question là-bas. Oui, bonjour. Par curiosité, je voulais savoir quel est le pourcentage de la capitalisation en assurance vie. Moi, je suis investi surtout en direct et puis aussi un peu via Garance. D'accord. Et je voulais savoir si vous fixez une limite et quel est le pourcentage. Voilà. Très bonne question. Donc, je vais la répéter d'abord et laisser Pierre-Antoine ensuite y répondre. Donc, quelle est la part qui est détenue d'Hirokozen à travers des contrats d'assurance vie? Déjà, je te laisse répondre à ça. Alors, comme le disait Gauthier, effectivement, en tout début de réunion, on a un ratio d'emprise des institutionnels au sens large dans la SCPI Hirokozen d'à peu près 10% aujourd'hui, ce qui est faible. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Il faut y comprendre les assureurs. Il faut y comprendre également les fonds de fonds. Donc, vous avez des fonds qui investissent dans d'autres fonds. Et également ce qu'on appelle les grandes corporates, les grandes entreprises qui peuvent souscrire à la SCPI. Mais du coup, on intègre bien l'assurance vie dans les institutionnels, on ne le met pas à part. Donc quand on parle d'institutionnel, c'est voilà. Et donc là-dedans, il y a bien les assureurs. Et si je rentre si j'ouvre le capot, c'est à peu près 7% aujourd'hui d'emprise côté assureur, notamment Garance, effectivement, puisque la SCPI Hirokozen est disponible chez Garance, également Spirica ou d'autres assureurs. Oui, c'est une question complémentaire à celle-là. On a vu que les assureurs ont vendu des lignes d'un seul coup, ce qui a mis dans la peine un certain nombre de SCPI. Vos contrats avec eux, vous les voyez comment? Donc, quelles sont les contraintes de liquidité? Ça rejoint un peu la deuxième partie de votre question, qui est de savoir comment cette poche de 10% va évoluer. Donc, les contrats qu'on a avec les assureurs, je vais laisser Pierre-Antoine y répondre, c'est lui qui les négocie. Tu étais bien lancé, mais globalement, déjà le monde a changé, effectivement. Avant, c'était vanne ouverte à plein et ça a fait souffrir quelques véhicules. Désormais, les assureurs sont déjà beaucoup plus précautionneux eux-mêmes. Et donc, ce qui se passe quand vous faites rentrer des nouveaux véhicules, ou en tout cas que vous laissez encore des véhicules collectés, c'est que les assureurs vous disent « Ok, on serre la main et on va regarder ensemble l'emprise que j'ai sur toi ». En permanence. Et donc, c'était le bon exemple. Le bon exemple, c'est Spirica, qui est ce qu'on appelle un pure player de l'immobilier, donc un gros assureur qui est très identifié sur le marché immobilier. Et donc, Spirica, quand on a ouvert la SCPI chez eux, donc c'était à peu près en septembre 2024, on s'est serré la main et on s'est dit, autour des 10-15%, on commence à se parler et on voit ce qu'on fait. Ce qui nous va très bien, c'est-à-dire que la deuxième grille de lecture, c'est côté Iroko, et c'est ce que disait Gauthier tout à l'heure. Nous, on s'est bâti depuis 5 ans en étant au nominatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 20 000 épargnants qui ont souscrit à la SCPI en direct, hors contrat d'assurance vie, parce qu'on n'avait pas de réseau de distribution qui faisait qu'on a été puissant chez les assureurs au début. Ce qui fait que la collecte, elle est très saine aujourd'hui, la capitalisation de la SCPI, elle est très saine, et donc on a de la place pour accueillir aujourd'hui les assureurs. Récemment, il y a eu une communication menée par Spirica, où le choix a été fait de un peu limiter la collecte de la SCPI Hirokozen chez Spirica, parce que Hirokozen était très attendu chez Spirica, pour permettre, comme le disait Gauthier, de pouvoir servir le plus d'épargnants pendant le plus longtemps possible sur Hirokozen. Et justement, pour servir ces épargnants sur le long terme, et pas gérer des poches trop massives à un instant T, on travaille main dans la main avec nos assureurs pour piloter la collecte et s'en assurer. Pour répondre encore plus clairement à votre question sur la deuxième partie, sur la gouvernance, aucune SCPI n'a de clause particulière de liquidité. Et la liquidité d'un assureur, elle est la même que pour un épargnant. Notre enjeu, c'est de garder une collecte qui est saine et qui est maîtrisable pour pouvoir bien l'investir et d'avoir à côté une place qui est effectivement pas trop importante, parce que si demain il y avait 85% de la capitalisation comme dans d'autres SCPI par des assureurs, ça pourrait être problématique. Aujourd'hui, on considère que vu notre taille avec 1 milliard d'actifs et 20 000 épargnants, la liquidité est bonne, d'autant que la granularité des actifs qu'on a en face est un deuxième garant de la bonne liquidité de la SCPI. Je vous écoute. Oui, bon. Donc l'assurance vie, c'est une enveloppe qui est fiscalisée. Oui. Est-ce que, comme Quorum, pour ne pas le citer, vous versez le brut? Du coup, la question c'est, est-ce qu'on verse le brut dans les contrats d'assurance vie? Oui.
Et Guillaume? Alors, ça m'étonne, effectivement. Nous versons le net de fiscalité étrangère, c'est ça ce dont vous parlez? Oui, bien sûr. Ouais, Donc nous, on travaille main dans la main avec chacun des assureurs, et du coup, en fait, c'est le traitement par l'assureur qui est important. Derrière ça, il y a deux choses. La première, c'est que Iroko n'est pas une compagnie d'assurance, et du coup, c'est pas nous qui optimisons le contrat d'assurance, et du coup, on rentre dans le traitement fiscal du partenaire assureur-vie. Quant au fait de verser le brut, on s'acquitte de la fiscalité à l'étranger pour le compte des épargnants sur les revenus étrangers, et c'est bien le net qui est perçu en assurance vie. Donc on ne fait pas comme cet acteur-là. Qui est plus de l'ordre d'un cadeau commercial, hein. Enfin, qu'on s'entende bien, effectivement, c'est pas forcément une pratique de marché, ça lui est propre parce qu'il est lui-même producteur de produits financiers avec de la SCPI et assureur. Et donc effectivement, c'est son cadeau commercial de donner le brut qui est sa marque de fabrique historique puisqu'il a des SCPI 100% étrangères. Et juste un dernier point là-dessus. Nous, on est donc une société de gestion. Notre métier, c'est d'investir en immobilier. On n'optimise pas la fiscalité des épargnants. Pour le coup, c'est le rôle de l'assureur vie et c'est géré contrat à contrat. Et on voit ça avec les équipes fiscales des différents assureurs avec lesquels on travaille. Et on ne travaille pas avec cet assureur-là. Et alors, y a-t-il d'autres assureurs qui ont référencé Hirokozen, Pierre-Antoine? Hirokozen est disponible à date donc chez Spirica, effectivement, chez Garance, chez l'UMR, également chez Celentia, qui est l'ancien Nageas. C'est déjà pas mal. Et on ouvre aujourd'hui les discussions, en tout cas elles sont bien entamées avec certains autres acteurs. Une question Prépare-vie, bien sûr. Par rapport à l'assurance vie, ici. Ah, merci. Voilà. J'avais une question concernant en fait l'évolution européenne d'Iroko. Actuellement, on est à peu près à 56% d'investissement à l'étranger. Si vous me corrigez si je n'ai pas mémorisé le chiffre. Je veux savoir si vous avez un plafond de verre pour ce pourcentage, parce qu'effectivement, en assurance vie, de mon côté, j'essaie d'optimiser par rapport à la fiscalité, d'acheter des CPI qui sont plutôt franco-françaises en assurance vie, plutôt européennes en direct. Donc là, Iroko ayant un très très bon rendement, jusqu'à présent, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais si effectivement vous passez à 70 ou 80% en Europe, là, il va y avoir un frottement fiscal pas très positif. Donc est-ce que vous avez un plafond de verre au niveau de l'Europe ou pas du tout voilà. Ouais. La réponse que j'ai envie de vous faire, à la limite, c'est Marion qui aurait pu vous la faire, c'est que c'est pas effectivement la fiscalité qui dicte nos choix en immobilier. Et donc nous, l'idée sous-jacente à la stratégie d'investissement, c'est d'être un tracker de l'immobilier européen. Et pour être un tracker de l'immobilier européen, il faut aller capter les performances au bon endroit, au bon moment. Et on ne s'est jamais dit qu'on allait renforcer la France parce que c'est bon pour l'assurance vie et qu'on est rentré récemment en assurance vie. Donc c'était une question d'opportunité. Et donc l'année dernière, 2024, a été une année dense en investissement en France. Néanmoins, pour être cohérent avec notre stratégie d'investissement et d'aller chercher, encore une fois, le bon risque au bon endroit et la performance, probablement on tendra plus vers les 70% à l'étranger que les 60% ou les 50%. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Juste un instant, juste pour vous annoncer, on va prendre encore 2 dernières questions et après on continuera les questions sur le cocktail. Avant-dernière question, je vous écoute. Oui, c'est au sujet de la stratégie d'emprunt, je n'ai pas très bien compris. J'ai pas bien compris si c'était la première année que vous faisiez des emprunts ou si vous l'aviez déjà fait avant. J'ai cru comprendre que le taux d'intérêt était de l'ordre de 4 et quelques %, ce qui est relativement élevé par rapport à ce qui pouvait se passer il y a 2 ou 3 ans. Et qui correspond en principe à des taux d'intérêt d'une période d'inflation, alors que théoriquement l'inflation est plus ou moins maîtrisée. En tout cas, le prix du pétrole a quand même beaucoup baissé ces dernières semaines. Donc théoriquement, on pourrait espérer une baisse des taux d'intérêt. Donc je n'ai pas compris votre stratégie parce que vous avez l'air de dire que vous avez fait une couverture qui faisait que c'était équivalent à du taux fixe. Est-ce que c'est du taux variable ou est-ce que c'est du taux fixe déjà? Ensuite, est-ce que vous avez prévu la possibilité de faire du remboursement anticipé justement en cas de baisse des taux, de façon à ce que les prochains investissements, vous les fassiez exclusivement avec des emprunts à 1% par exemple, et que vous utilisiez les souscriptions, les nouvelles souscriptions pour rembourser les emprunts qui étaient à des taux d'intérêt supérieurs. C'est un bon point, hein. La gestion de la dette, c'est un sujet important, et je sais que Guillaume piaffe de vous répondre. Déjà, Guillaume, est-ce que c'est la première année où on fait de la dette? Alors non, ce n'est pas la première année, on en fait depuis le début. Fin 2023, on avait un ratio d'endettement qui était quasiment à 30% de mémoire. Là, il est plus taux de 26. Actuellement, à l'heure actuelle, on est plutôt à 21-22%. Donc
Donc on en fait moins, parce que comme vous le dites très justement, les taux d'intérêt sont plus élevés. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la différence entre votre taux à l'investissement. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 8%, comme le disait Marion, et ce coût de la dette annuelle, qui, effectivement, sur 2024, a grimpé, si je puis dire, à 4,40%. Et donc vous voyez que le spread, il est de quasiment 4%. Et ça, en fait, ça permet de maintenir l'effet relutif de vos financements bancaires sur la performance de la SCPI. Donc nous, on fait de la dette tant qu'elle permet d'augmenter la performance finale pour l'épargnant. En revanche, notre métier, c'est l'immobilier. Et on était vraiment très heureux. S'il y avait un moment où il fallait faire de la dette, c'était ces dernières années, parce que cette dette, elle permettait d'avoir plus de capitaux, d'être encore plus fort sur les marchés à l'acquisition. Et nous, on préfère concrètement payer un peu cher de la dette pour en face avoir de l'immobilier long terme avec des hauts taux de rendement, et ensuite, effectivement, refinancer. On a 2 grands leviers en performance qu'on n'a pas activés aujourd'hui, c'est vendre des actifs, faire des plus-values et refinancer la dette, parce que la dette, elle est chère, à 4,40. Mais en face, on a l'immobilier qui a des hauts taux de rendement, et on sait qu'en arrivant demain à renégocier en bloc, on n'a pas forcément besoin de passer par des refinancements ou par des remboursements anticipés. Une dette, il y a des brokers qui sont spécialisés. L'enjeu dans les prochaines années, quand les taux auront significativement un peu baissé, on voit ce chemin, le chemin assez clair de la BCE ces derniers mois. L'enjeu pour nous sera de refinancer, et ça sera un vrai levier de performance supplémentaire, parce qu'on regagnera encore un peu plus de spread, mais on aura gagné l'immobilier long terme en échange d'avoir accepté une dette court terme avec des taux un peu élevés. Et le dernier sujet sur les taux, donc variable, le cap, etc. Est-ce qu'on peut reclarifier ce point-là, Guillaume? Oui, effectivement, donc dans les financements professionnels, comme on fait avec la SCPI, les banquiers, dans des moments un peu plus troubles d'augmentation, de taux qui grimpent, etc., vont vous proposer plus généralement des taux variables. Donc nous, les taux variables, évidemment, on n'aime pas. Donc on se couvre. Qu'est-ce que ça veut dire se couvrir? Ça veut dire qu'en fait, on va souscrire ce qu'on appelle des swaps de taux. Donc c'est finalement en fait échanger un taux variable avec un taux fixe avec la banque, et qui est du coup déterminé en fonction des projections de taux à l'instant où on signe le prêt. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a 98% de notre encours bancaire qui est couvert, donc quasiment 100%. Et finalement, l'étape suivante, comme disait Gauthier, c'est de refinancer ces financements bancaires. Et en fait, le fait d'en avoir fait un certain nombre et d'avoir un patrimoine qui grossit aussi, ça va nous donner plus de largesse, en tout cas dans les négociations avec les partenaires bancaires, pour pouvoir refinancer en bloc cette dette bancaire. Et du coup, améliorer cette fois-ci, en période de baisse de taux comme ce qu'on a aujourd'hui, améliorer la performance financière de la SCPI. Par exemple, aujourd'hui, les financements qu'on est en train de signer, ils sont à un taux de rémunération, un taux d'intérêt à peu près de 3,80, 3,90. Donc on a déjà un effet sur les prêts qu'on signe aujourd'hui. Alors, juste, les taux ne vont pas intéresser tout le monde, et on sera ravis de faire une petite aparté après. En revanche, il est 20h15, on a pas mal de monde en ligne, il y a encore des gens qui n'ont pas voté, etc. Donc, ce que je vous propose, donc on va clore l'Assemblée Générale, et je remercie tous ceux qui ont participé, qui l'ont organisé, et merci à ceux qui sont venus à Paris. C'est un plaisir de vous voir physiquement. On a justement un temps d'échange autour d'une petite coupe de champagne pour ceux qui veulent, et d'un cocktail. Et il y a toute l'équipe qui est derrière et qui est là avec des petits badges pour vous répondre. Et évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. L'enjeu, c'est évidemment de répondre à vos questions. Les équipes sont là pour ça. Merci à tous.